Encore un classico en finale. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Bonjour les amis, j'espère que tout le monde se porte bien. Nouveau classico donc en vue. Ce dimanche, le Real affronte le FC Barcelone. Et oui, un nouveau classico en vue. Les deux équipes arrivent avec des états de forme assez différents, on va pas se mentir. Mais les classicos, c'est jamais des matchs comme les autres. C'est pas parce que tu arrives en meilleure forme que l'autre équipe que tu vas forcément gagner. Je vous ai demandé de me poser des questions sur Twitter. Je vais essayer de répondre à quelques-unes ici. Je vais vous proposer aussi le 11 que je vois. On va essayer sur cette vidéo-là de parler du Barça, mais aussi du Real. Parce que je pense qu'il y a des choses assez intéressantes à dire par rapport au Real. Donc, accrochez-vous. Tu le vois comment, honnêtement, au vu de nos dernières perfs? Je nous vois largement au-dessus, au vu du match contre Bilbao, mais le Real. C'est ça, le Real. Parce que moi, vous savez, cette notion de favori, outsider dans les classicos, j'aime pas trop en règle générale. Parce qu'il y a eu tellement de classicos où l'équipe qui était censée être au-dessus ne gagne pas finalement le classico. L'équipe qui était censée en tout cas être favori ne gagne pas le classico. Que je vais pas venir ici vous dire que oui, c'est vrai que le Barça a fait une meilleure impression sur cette demi-finale, même si c'était face à un Athletic Club beaucoup plus faible que l'Atlético Madrid. Mais dans un classico, c'est un match totalement différent. Parce que déjà, le Real Madrid aime des équipes comme le Barça, c'est-à-dire des équipes joueuses, mais c'est vrai aussi que le Real Madrid, lorsque le Barça est au-dessus, vraiment au-dessus dans le jeu, ils sont très exposés. Ça peut, en fait, le Real, il n'y a pas de demi-mesure pour eux dans les classicos. C'est soit ils arrivent à gagner, soit ils se font exploser par le Barça, en fait. C'est rare de voir, en fait, le Barça au-dessus du Real, et le Barça gagne, disons, difficilement 1-0 dans la douleur, ou, un hold-up du Barça. La seule fois où c'est arrivé, je me rappelle, c'était en Copa sous Xavi, la première saison sous Xavi, là, il me semble, lorsque le Barça gagne 1-0 au Bernabéu, on ne sait pas trop comment, en posant le bus avec plein d'absents, et puis au retour, le Real Madrid s'impose. Du coup, oui, lorsqu'on regarde la dynamique des deux équipes, on a tendance à dire, oui, le Barça va marcher sur le Real Madrid. Le Real Madrid, vu comment ils se font asphyxier, comment ils se font avoir dans leur pressing, dans leur contre-pressing, même dans leur façon de défendre, tu te dis qu'ils vont avoir beaucoup de mal face au Barça. Mais moi, je pense pas comme ça. Pourquoi? Parce que le Real, c'est une équipe qui n'est jamais autant dangereuse que lorsqu'elle est dos au mur, lorsqu'elle est acculée. Et ce Real Madrid-là, que moi je vois, je pense qu'ils sont dos au mur. Parce que déjà, leur coach, ils jouent leur tête à chaque match, quasiment, par l'impression. Et donc, ils sont entrés quelque part, je pense, dans une mode de survie. Et là, moi, je vois le Real de Alonso. Ils ont presque abandonné tous les préceptes de jeu qu'ils voulaient mettre en place pour survivre. Moi, bizarrement, ce Real de Xabi Alonso, il me rappelle un peu Xavi, en fait, lorsqu'il arrive et qu'il gagne la Liga. C'est la deuxième saison, je veux dire, de Xavi, lorsqu'il gagne la Liga. Vous vous rappelez? Xavi, il arrivait avec des principes, avec un style de jeu qu'il veut bien établi, le jeu de position, tout ça. Mais vu que la première partie de saison, le Barça finit quand même un peu mal, la pression commence à s'installer, il y a en fait cette pression du résultat qui arrive. Mais qu'est-ce que Xavi fait? Xavi s'adapte. Xavi s'adapte déjà à son effectif parce qu'il voit qu'il n'a pas les joueurs pour mettre en place un jeu de position comme il aimerait le faire, comme on pensait Xavi pouvoir faire jouer le Barça comme le Barça Prime. C'est dans sa philosophie de jeu, on savait ce qu'il avait en tête. Il a donc opté pour un jeu beaucoup plus pragmatique, beaucoup plus défensif. On a vu un Barça qui gagne certes la Liga et la Supercopa avec une saison plus qu'ennuyeuse. Honnêtement, on a vu le Barça qui gagnait plein de fois 1-0 et qui s'accrochait à ces résultats-là. Donc je vois Xabi Alonso aujourd'hui, j'ai l'impression de revoir le Xavi en fait de l'époque. Ce Xavi-là qui sacrifie ses principes pour le résultat purement sportif. Et aujourd'hui, tu regardes le match du Real face à l'Atlético Madrid, les gars ils se disent on doit gagner peu importe la manière, peu importe notre structure de jeu, il faut d'abord et avant tout gagner, sécuriser les 3 points ou en tout cas la qualification à la victoire. Cette victoire face à l'Atlético Madrid, ça m'a rappelé les pires versions du Real que j'ai détesté, c'est-à-dire ce Real-là qui joue mal, qui est dégueulasse, qui se fait marcher dessus, mais qui gagne quand même. Vous voyez? C'est pour ça que je voulais pas le Real en finale, parce que c'est la seule équipe peut-être au monde capable de se faire marcher dessus dans une finale ou dans des matchs importants, dans des demi-finales, et quand même gagner des trophées, des compétitions. C'est déjà arrivé par le passé, ils l'ont enchaîné. Il avait perdu ça la saison passée. La saison passée, lorsqu'il n'était pas au niveau, il se faisait battre, il se faisait marcher dessus. Mais cette saison,
t'as l'impression que ce mojo là qu'ils avaient par le passé, ils sont en train de le récupérer petit à petit, en tout cas dans les gros matchs. Même s'ils ont perdu face à City et tout, là contre l'Atlético Madrid, c'est un match qu'ils doivent perdre 1 million de fois. Pourtant, ils font, entre guillemets, un hold-up et ils gagnent. Et contre le Barça, rien ne nous dit que ça sera pas peut-être la même chose. Le Barça est au-dessus, le Barça domine. Ils ont 2-3 situations, d'autant plus que le Barça a un style de jeu qui l'expose naturellement. Avec les attaquants du Real, on sait que ça peut aller très 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 vite avec des Vinicius et tout. On verra si Mbappé sera là ou pas. Moi, je veux pas me laisser avoir par leur coup de bluff. Mbappé est pas là. Non, je pense que s'il voyage, c'est qu'il sera disponible pour le match. Peut-être qu'il sera pas titulaire en début de match, mais ils vont essayer de le faire rentrer un peu comme en Copa, il me semble, la saison dernière. Donc, ça va être fou, hein. Les arguments que je vais donner là, ce ne sont pas des arguments rationnels pour dire que le Real est dangereux, que le Real peut faire mal au Barça. C'est limite irrationnel. C'est de se dire, en fait, eux, ils peuvent gagner même quand ils jouent mal. C'est un peu irrationnel. C'est pas des arguments en mode tactique. Mais aujourd'hui, lorsque je vois ce Real-là, il n'y a rien qui me dit que dans le jeu, ils peuvent faire jeu égal, en tout cas avec le Barça. Maintenant, le foot, c'est pas forcément le meilleur qui gagne. C'est pour ça que je vous dis que c'est parfois irrationnel. Pour toi, l'intensité qu'a mis le Real lors du dernier Classico est-il une fausse impression due aux provocations de Yamal à la veille du match, ou ça sera leur manière de faire à chaque Classico cette saison? Alors, déjà, je pense que la dernière fois que le Barça affrontait le Real durant ce Classico-là, effectivement, il y avait un contexte assez particulier parce que Lamine Yamal, sa déclaration n'a pas du tout plu aux joueurs du Real Madrid. On l'a vu à la fin du match, avant même le match, dans le match, on a vu que leur motivation elle était décuplée. Mais je ne pense pas que le Real Madrid ait dominé le Barça ce jour-là, vraiment dans le jeu, en étant vraiment supérieur sur tous les compartiments du jeu. Je pense juste que le Real Madrid ce jour-là a su, profiter de ses momentum, a été bon quand il le fallait, a su gérer ses temps forts, ses temps faibles, et aussi a eu de la grinta. Ça change beaucoup de choses, hein. Ça change énormément de choses. Lorsque tu arrives beaucoup plus motivé que ton adversaire, lorsque tu as le couteau entre les dents, ça pèse beaucoup dans la balance. Maintenant, il y a aussi autre chose qu'il faut rappeler ce jour-là. Le Barça jouait sans Joan Garcia. On l'a vu derrière que ça reste un mec très 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 important pour le Barça. Parce qu'au-delà de ses arrêts, au-delà des miracles qu'il réussit à sortir, c'est un mec balle au pied qui fait du bien au Barça. Ce que n'apporte pas Chesney. Malgré le fait que Chesney a arrêté un penalty ce jour-là, Joan Garcia, il apporte beaucoup plus en fait dans le jeu. Parce que lorsque Chesney est là, tu peux pas compter sur lui, par exemple, lorsqu'il y a une pression haute sur toi. C'est chose que Joan Garcia assure. Donc ça, c'est déjà très important dans ton build-up à voir Joan Garcia. Le fait qu'il soit pas là au dernier Classico, ça a joué contre le Barça. Le fait qu'il n'y ait pas non plus Rafinha, on l'a vu, Rafinha, depuis que Rafinha est de retour, c'est victoire sur victoire. Alors non, toutes les victoires n'ont pas été des victoires flamboyantes, mais Rafinha, c'est ce leader-là qui t'amène en haut avec lui. Parce que dans le pressing déjà, il y a une sorte d'amélioration depuis que Rafinha est de retour, normal. C'est lui le capitaine, c'est lui qui coordonne le pressing du Barça. Et on le voit que lorsqu'il n'est pas là, le pressing est totalement désorganisé, totalement désordonné. Ce n'est pas Rashford, on l'a vu. Rashford était titulaire lors du Classico. On voit que l'apport des deux joueurs est totalement différent, c'est le jour et la nuit. Ensuite, on a tendance à l'oublier aussi, mais ce jour-là, Lamine Yamal, qui avait beaucoup parlé la veille, qui avait lui chauffé le Real Madrid, Lamine Yamal jouait à peut-être 30 à 20% de ses capacités, parce que il venait juste d'être diagnostiqué avec sa pubalgie, donc c'était compliqué pour lui, il était vraiment pas à son meilleur niveau, ça se voyait, et donc on a joué limite avec un joueur en moins ce jour-là, même si ça reste Lamine Yamal, il a offert quand même un caviar à Koundé vers la fin du match pour avoir la possibilité d'égaliser. Et aussi, faut pas l'oublier que durant ce match-là, Hansi Flick aussi était suspendu. Le Barça s'était déplacé au Bernabéu ce jour-là sans son coach. Le Real Madrid n'était certes pas dans sa meilleure période, mais à ce moment-là, le Real Madrid gagnait. Il se cherchait un peu, mais il gagnait. Donc c'était un Real Madrid qui avait un peu confiance en ses capacités, qui avait la confiance de battre ce Barça-là, qui avait envie de battre le Barça, après les déclarations, surtout les déclarations de Lamine Yamal, et ils ont fait le boulot. Donc faut respecter la victoire de Real ce jour-là et ne pas la minimiser parce que le Barça était moins bon. Ils avaient fait, ce qu'ils avaient à faire et ils ont gagné. C'est pas pour minimiser le Real quand je dis que le Barça avait quand même des joueurs importants, c'est factuel. Aujourd'hui, ces joueurs-là seront là, on verra si ça fait une grosse différence ou pas. Une chose est sûre, c'est que demain, lorsque le Barça va affronter le Real au coup d'envoi, ils vont se rappeler de ce qui s'est passé lors du dernier Classico. Et c'est la raison pour laquelle il y a une question qui m'avait été posée. Est-ce qu'on peut déjà dire que c'est un match de revanche? Revanche pour qui? On peut se demander, on peut se poser la question, revanche pour qui? Parce que ça sera même, je pense, le titre de la vidéo.
Lorsqu'on regarde le dernier Classico, le Barça avait perdu. On avait vu la réaction des supporters du Real suite aux provocations de guillemets de Lamine Yamal. Eux, ils peuvent considérer que ça, c'était leur revanche. Maintenant, le Barça aussi peut se dire revanche par rapport au dernier Classico. Après la victoire après la défaite, je veux dire, contre le Real Madrid, les joueurs du Real avaient célébré sur la pelouse comme si, voilà, le titre était déjà gagné. Voilà, eux aussi peuvent se dire, on a l'occasion de se venger et de gagner de nouveau un trophée face à eux. Et du côté du Real aussi, ils peuvent se dire, ok, même si on a gagné le dernier Classico, ben c'est pas une vraie revanche. La vraie revanche, ça serait de gagner le Barça lorsqu'il y a un titre en jeu. Le titre en soi, c'est pas le plus important, c'est pas le plus impressionnant, mais ça reste quand même un titre. Moi, même dans un match amical, je vous l'ai dit, il n'y a pas de match amical entre le Barça et le Real. Encore moins lorsqu'il y a un titre en jeu. Donc aujourd'hui, je pense que le Real Madrid va arriver avec de nouvelles intentions, tout comme le Barça, et je pense que c'est ça qui fera la grande différence. Et donc, je pense qu'on aura un match âpre. Revanche, je ne sais pas pour qui c'est, encore une fois, pour répondre à la question. Je pense que des deux côtés, il y aura cette volonté, en fait, d'effacer la défaite, la dernière défaite du Classico pour le Barça, mais aussi pour le Real, de gagner enfin un titre face au Barça lorsqu'il y a un titre en jeu en finale. On a vu un Real très agressif en début de match contre l'Atlético Madrid, et nous avons vu Bilbao nous mettre en difficulté sur l'entame. Est-ce que l'entame pourra conditionner la suite du match si le Real prend le score très tôt, sachant qu'ils savent mieux défendre que nous? Forcément, je pense que tout va dépendre des 10 premières minutes. Est-ce qu'il y aura un round d'observation? Je sais pas, mais si le Barça rentre dans ce match un peu comme il est rentré dans son match contre l'Athletic Club, attention, parce que je pense que le Real, ils vont essayer, eux, de mettre de l'intensité dès le début, parce que il y a une chose aussi qu'il faut dire, hein, lorsqu'on regarde ces quatre équipes-là, on regarde le Real, le Barça, l'Atlético, allez, prenons les trois équipes-là, on a quand même l'impression que en termes de physique, de conditions physiques, le Real et même l'Atlético, ils avaient l'air un peu cramés, hein, par rapport au Barça. Je vous l'avais dit la dernière fois après le match contre Bilbao que selon ce que j'entends en tout cas, la préparation physique du Barça, et c'est pas la première fois, la saison passée c'était aussi un peu le cas, elle est faite en sorte pour que le Barça soit mieux à partir de la deuxième partie de saison. Donc, est-ce que ça arrive au bon moment? On aura aussi la réponse demain. Hein. On verra si le Real, ils sont capables de presser le Barça, de multiplier les efforts pour défendre tout ça. Mais c'est sûr que si le Barça leur offre un but très tôt et qu'ils prennent l'avantage, je pense qu'ils vont forcément garer le bus. Ah là, ça va être un enfer. On sait qu'ils savent le faire. Soit Ancelotti l'ont fait, ça leur a apporté plein de trophées. Donc, s'ils décident de garer le bus après avoir marqué un but, attention quand même. Même si je pense qu'en faisant ça, ils invitent quand même le Barça à venir égaliser. C'est pas, je veux dire, le Barça, tu leur offres cette opportunité-là en mode on gare le bus, venez nous attaquer. C'est pas l'Atlético Madrid. Hein. Je pense que le Barça a les armes quand même pour faire mal au Real s'ils décident de garer le bus. Donc, on verra ce qu'ils vont décider de faire. Mais j'ai hâte quand même de voir en termes de conditions physiques. On voyait les joueurs du Real tirer la langue dès la 80e minute face à l'Athletic Club, notamment Bellingham qui a beaucoup couru, faut le dire, qui s'est beaucoup dépensé. Plein d'autres joueurs du Real, on a vu que certains ils sont vraiment au bout du rouleau, ils sont sur un fil. Rudiger qui est sorti sur blessure, est-ce qu'il pourrait être là, je sais pas. Donc ouais, on va voir. En cas de défaite, danger pour le reste de la saison? Non, je ne pense pas. Je veux pas aller dans l'alarmisme et tout. Là, en fait, c'est plus le Real qui a gros à perdre. Là, si le Barça perd ce match-là, tu auras juste à te remettre à l'endroit par rapport à la Liga. Tu es déjà leader, à juste continuer. Encore une fois, c'est pas le trophée le plus important de la saison. En fait, là, si le Barça perd ce match-là, c'est plus le signal en termes de confiance aussi de te dire que dans un gros match de nouveau, tu as perdu. Le dernier gros match que tu as gagné, c'est contre l'Atlético Madrid. Donc, tu as aussi des choses à prouver par rapport à ça. Donc, c'est faux. Même moi, c'est faux ce que je dis là. Je ne peux pas vous dire que cette finale, si le Barça n'a pas grand-chose à gagner. Si, le Barça a beaucoup à gagner parce que si tu gagnes contre le Real, ça sera ton deuxième gros match de la saison gagné. En termes de confiance, ça peut te booster. Et puis, derrière, tu peux finir la saison en trombe. Maintenant, si tu perds, forcément, tu vas toujours rester avec ce doute-là, avoir cette peur-là, techniquement, de jouer en gros à chaque fois en te disant que tous les gros je les perds cette saison. Dans la tête ça peut jouer en fait. Donc pour le Barça il y a ça à perdre au-delà aussi de l'aspect financier. Quelqu'un me l'a rappelé la dernière fois en commentaire, je suis d'accord avec vous, mais pour le reste non, ça sera pas dramatique non plus. Tes doutes seront toujours là, je veux dire. C'est que tu n'auras pas saisi l'opportunité de te rassurer, de faire le maximum, de prendre le maximum de confiance pour attaquer cette deuxième partie de saison avec beaucoup plus de sérénité. C'est tout.
Mais pour le reste, si jamais le Barça perd, je veux dire, c'est pas non plus le scandale du siècle. Par contre, si le Real, eux, ils perdent cette finale, la crise, bonjour à la crise, la vraie crise pour le coup, pas les mini-crises qu'on voyait chez eux durant ces dernières semaines. Là, je pense que s'ils perdent sur un gros score, Xabi Alonso, ça saute. S'ils perdent, même si c'est pas sur un gros score, Xabi Alonso, il aura quand même les mêmes problèmes en fait. Comment est-ce que je vais réussir à mettre en place ce collectif avec des joueurs qui ne m'écoutent pas, surtout s'il y a défaite. En plus, s'il y a une victoire, les joueurs peuvent peut-être adhérer à son discours, mais s'il y a défaite, bonjour les problèmes. Encore plus de problèmes, je veux dire. C'est pour ça que pour eux, la victoire, elle est impérative, le Real Madrid. Ils arrivent pour attaquer ce match avec plus de pression que le Barça. Donc le Barça pourrait jouer dessus. Il pourrait techniquement jouer dessus et ne pas se laisser emporter dans la fougue, les émotions et des matchs ping-pong et tout, et maîtriser leurs adversaires, tout simplement. Pour un match comme celui-ci, préfères-tu voir Lewandowski ou Ferran en 9 ? Bah écoute, ça me permet de switch sur la composition d'équipe. Ça, c'était le 11 qui avait débuté face à l'Athletic Club. Alors, déjà, je pense qu'il y aura aucun doute. Rooney va laisser sa place à Lamine qui va faire son retour dans le 11. Et je pense que ça sera le seul changement de Flick pour cette finale. Parce que pour répondre à la question par rapport à Ferran Torres et Lewandowski, moi je pense que là, dans la tête de Flick, Ferran Torres est devenu le numéro 1 au poste de numéro 9. Peut-être qu'il va essayer de gérer les minutes de Lewandowski avec son âge et lui donner des minutes en fin de match à chaque fois, mais ça fait quand même 3 matchs de suite que Ferran Torres est titulaire et que Lewandowski, il y a même des matchs où il ne rentre pas. La seule fois où il est rentré, c'était contre l'Espagnol lorsque ça n'allait pas. Mais là, j'ai l'impression qu'il veut enfin donner une sorte de continuité à Ferran Torres, même lorsqu'il passe à côté de certains matchs. Vous savez, cette concurrence-là qu'il installe entre Fermin et Olmo, lorsque Fermin fait un mauvais match, Olmo débute. Derrière, lorsque Olmo fait un mauvais match, Fermin débute. Ça peut être bénéfique pour les deux. Mais pour un mec comme un Ferran ou même Lewandowski, le poste de numéro 9, c'est un poste parfois où tu as besoin de continuité. C'est un peu comme le poste de gardien de but. Tu peux pas changer en fait un gardien de but en fonction de s'il a fait un bon match durant ce match-là ou s'il a fait un mauvais match le match d'après. Tu dois lui donner une certaine confiance, une certaine continuité. Et peut-être que c'est ce que Flick veut faire avec Ferran Torres. Le problème, c'est que moi, j'ai du mal encore à faire confiance à Ferran Torres à 100%. Sur la constance, il y a beaucoup à faire. Il est capable de marquer dans un classico, te faire gagner un match et derrière s'éteindre complètement comme contre Chelsea ou dans un autre club, contre notre club. Donc, ouais, là, j'ai l'impression que Flick veut entièrement donner sa confiance à Ferran Torres pour qu'il soit le 9 titulaire du Barça, qu'il se sente comme le 9 titulaire du Barça, qu'il se dise qu'il a de nouvelles responsabilités. Et donc, à ce moment-là, il sait qu'il n'a plus le droit de rater certaines choses. C'est comme ça que j'analyse la chose. Maintenant, si Ferran enchaîne de mauvaises prestations et qu'il est mauvais, nul 2 matchs d'affilée, ça m'étonnerait que Lewandowski ne revienne pas dans le 11. Mais en l'état, c'est vrai que voilà, avoir un Lewandowski en sortie de banc, c'est un luxe. À son âge, je ne pense pas qu'il soit en mesure de jouer des matchs à haute intensité pendant 90 minutes tous les 3 jours. Mais dans certains matchs, je le vois quand même être meilleur dans la surface que Ferran Torres. Le but que Ferran Torres marque la dernière fois, c'est un but typiquement Lewandowskesque, si vous me le permettez, vous voyez un peu. Donc, je sais pas trop quoi penser de la situation de Ferran et Lewandowski, mais à l'instant T, je pense que dans la tête de Flick, Ferran Torres est passé devant. Pour le reste, je pense que Fermin va débuter de nouveau titulaire, même si Olmo revient très bien, on le voit. Donner une sorte de continuité, de méritocratie à Fermin avec ses bonnes prestations, et surtout qui marque souvent face au Real Madrid, ça peut être très bien. Rafinha à gauche, ça bouge pas, leader d'attaque, Lamine qui sera de retour. J'ai enfin besoin de Lamine dans un grand match, parce que depuis le début de saison, Lamine Yamal dans les grands matchs, c'est vrai qu'il y a eu la pubalgie, donc voilà, il y a des circonstances atténuantes, mais j'ai besoin en fait du Lamine de la saison passée dans les grands matchs. Deuxième partie de saison, il s'est allumé à ce moment-là de la saison. Donc, mon petit, allume le feu, allume-moi cette défense du Real comme tu l'as fait la dernière fois, la saison dernière en super coupe d'Espagne face à eux justement. Donc le double pivot Frenkie-Pedri sera reconduit, je crois. On le voit que Frenkie est largement meilleur lorsque Pedri est là. Tout le monde est meilleur en fait quand Pedri est là. Et puis derrière, je pense qu'Eric Garcia va continuer à être titulaire. Il est beaucoup plus rassurant, je trouve, que Gérard Martin. J'espère juste on va pas retrouver la pire version de Eric Garcia en défense centrale lorsqu'il crée des pénaux, surtout dans les classicos et tout. Je me rappelle. Mais ça a l'air d'être un joueur qui a totalement
totalement changé, qui a évolué, qui n'est plus le même joueur que celui qui offrait des pénaux à toutes les équipes lorsqu'il jouait en défense. T'as l'impression qu'actuellement, peu importe où tu le fais jouer, il assure. Donc ouais, il peut devenir ce leader de défense dont t'as besoin, hein, Eric Garcia, parce qu'il a de la personnalité de fou, même si voilà, il n'est pas très expérimenté non plus. Je veux dire, c'est pas un mec de 28-30 ans, c'est pas un défenseur de 30 ans, 33 ans. Ça reste quand même un mec qui a une petite expérience, qui a du vice, qui a de la grinta, qui peut apporter beaucoup de choses à cette défense-là. Donc, je pense que c'est le 11 qui va débuter face au Real Madrid. Vous, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires. On se retrouve donc, les amis, pour le débrief juste après le match. À très vite.